Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va essayer un petit test de connexion là pour voir si tout fonctionne en attendant Jeff. Donc alors aujourd'hui on a rendez-vous avec Jeff Aérosol, un artiste qui n'est pas un artiste lyonnais mais qui est un artiste lillois et qui est, je pense que vous connaissez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait comme travail. Vous l'avez forcément déjà vu. Donc voilà, il fait ce genre de pochoir. Euh, il fait aussi ce genre de pochoir-là que je pense que vous avez dû déjà voir, qui est situé à côté du centre Pompidou. Donc voilà, on va accueillir Jeff qui est avec nous depuis Instagram. Alors Jeff va nous rejoindre si ça marche. Salut. Salut Jeff, ça va? Ouais, ça va. Bonjour à tous. Je vais essayer de régler le truc pour que ça fonctionne à peu près. Ouais, super. Attends. Ouais, c'est cool que tu puisses nous libérer un peu de temps comme ça là. Oh, bah écoute, c'est la moindre des choses. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Attends, je vais essayer de. Donc ouais, pendant que Jeff fait ses petits réglages, je vous montre un petit peu ce qu'il a fait. Donc voilà, ça c'est une œuvre que tu as fait vers le centre Pompidou à Paris, je crois, c'est ça? C'est ça, ça date de 2011, ça. Ouais. Ouais. Et que tu as refait récemment, je crois que tu as J'avais, rafraîchi un petit peu. j'avais, on l'a restauré, pas l'été dernier, mais le précédent, on l'a restauré un petit peu parce qu'en fait, Ouais, alors, je suis pas forcément pour la restauration des œuvres de rue, mais quand il s'agit de grandes fresques, c'est un peu différent des choses plus petites, d'une part. D'autre part, là, on a eu la possibilité de le faire et c'était juste rafraîchir un peu le blanc, le noir et la petite flèche rouge. Et puis, euh, enlever quelques-uns des graffitis qui s'étaient accumulés dans le bas, mais sans les enlever complètement, parce que moi je suis pas du tout pour censurer les gens, mais bon, comme ça a commencé à déborder un petit peu, qu'on voyait plus l'image derrière, soit il fallait virer l'image derrière, soit essayer de voilà, circonscrire un petit peu et les du graphes. coup, c'était une commande ou c'était quelque Non, chose? alors si, il y a eu des articles qui sont sortis là sur cette fresque, déjà des vidéos et des films en 2011 quand on l'a faite, et puis plus récemment, puisque à côté de cette fresque maintenant, il y a une œuvre de Obey de Shepard Fairey et puis une autre de Space Invader. Bon, alors ça, il y a eu des articles là-dessus. Si on en parle maintenant, ça risque d'être un petit peu long. Enfin, moi, je veux bien, Ouais. hein, mais si Non, non, on va je parler dois un petit peu expliquer quoi. la genèse de tout le projet à l'époque, et puis voilà, ça risque d'être un petit peu long. J'engage plutôt les gens à peut-être chercher sur le web, ou alors je te fournirai des liens que tu pourras transmettre si tu le veux. Ouais, avec plaisir. Voilà. Bon, alors je vois que il y a un petit peu de personnes qui sont déjà arrivées, c'est bien, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à nous dire hein, si le son ou la vidéo, la connexion saute, parce que voilà, on est tous, je pense, chez nous, du coup les connexions sont un peu surchargées. Bon, déjà, Jeff, on va commencer par une première question. Comment ça se passe ce confinement? Ben écoute, ça se passe pas mal. Déjà, je suis pas malade. Enfin bon, je suis un peu comme beaucoup, c'est-à-dire que la première semaine, les 10 premiers jours, on avait tous l'impression de l'avoir. Donc je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait une forme soft du truc, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, je suis pas malade. Les premiers jours, enfin les 10 premiers jours, je suis resté à la maison. Mon atelier n'est pas chez moi, hein. On a la chance déjà d'avoir une grande maison dans la banlieue lilloise avec un jardin. Donc ça rend le confinement, évidemment, c'est un peu un confinement de luxe, hein. J'en mesure la chance. Donc on est resté à la maison où j'ai beaucoup de travail aussi, travail d'ordinateur, travail de dessin, d'archives, de classement de photos, enfin bon, toujours des tas de choses à faire. Puis on en a profité pour voilà, faire du ménage dans la maison. Je fais de la musique aussi, donc j'envoie une petite chanson par jour sur les réseaux. Et puis bouquiner, regarder des films, enfin ce que font la plupart des gens en confinement. Et puis là, j'ai commencé à retourner à l'atelier depuis 2, 3 jours parce que j'ai des commandes, parce que j'ai du boulot. Là, il fallait que je rende un travail aujourd'hui qui servira de couverture pour un bouquin qui sortira à l'automne. Et donc, je retourne à l'atelier, je commence à me remettre un petit peu à peindre. Mais j'avoue que les 10 premiers jours, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas non plus bon, il y avait quand même du stress et j'avais pas non plus l'allant et la pêche, je dirais, pour aller à l'atelier, travailler tout seul. Ici, c'est vrai qu'on est tous les deux avec ma femme, on, on s'occupe, on est ensemble. C'est bon. Puis on en a profité aussi pour faire une chose que beaucoup de gens ont faite pendant cette période et continuent à faire, et c'est très bien, c'est
reprendre contact avec des gens qu'on n'avait pas eu au téléphone depuis une éternité, prendre des nouvelles de la famille, se tenir au courant de ce qui se passe à droite à gauche chez les autres, regarder sur Internet ce qu'on n'a jamais le temps de faire. La plupart du temps, les réseaux sociaux, par exemple, on les utilise, en tout cas c'est mon cas, on les utilise pour donner des nouvelles de soi et on n'a souvent pas tellement le temps d'aller chercher et passer de page en page pour voir un peu ce que font les autres. Donc finalement, c'est un réseau social, mais qui parfois a une fonction plutôt individualiste. Donc, dès qu'on est qu'on l'utilise à des fins un peu professionnelles, c'est finalement un outil de promotion, de communication, mais de communication un peu à sens unique. Donc là, ça permet de prendre un peu le temps d'aller chercher sur les pages des autres ce qu'ils font, voir si tout le monde est en bonne santé. Et puis, ben, on est nombreux à faire des petits lives, à faire de la musique, à faire de la Ouais, peinture, ouais, c'est bien. comme ça, donc c'est chouette. Bah, ça crée un peu de lien, malgré le fait qu'on soit tous chez nous, voilà, de pouvoir tester autre chose déjà. On voit de plus en plus justement de directs qui apparaissent en ce moment, donc ça permet de tester des choses et je trouve ça super intéressant. Tout à l'heure, tu disais du coup que tu n'es pas allé à l'atelier pendant une dizaine de jours. Est-ce que toi, ça te donne des nouvelles idées justement ce confinement, cette ambiance un peu bizarre qu'il y a, un peu inédite en fait, qui se Ouais. passe dans le monde, où en fait, toute la population quasiment mondiale doit rester chez elle. Est-ce que toi, ça te donne envie de créer quelque chose par rapport à ça? Alors, ça ne me donne pas d'idée concrète, d'image particulière, mais il y a toute une ambiance. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est que juste avant le confinement, je sortais d'une grosse période de création, puisque j'ai une exposition qui normalement aurait dû démarrer. Le vernissage était prévu le 27 mars, donc C'est ça? vendredi dernier. Donc, j'avais bossé pendant Ouais. toute une période, en gros, entre les fêtes et le début du confinement. J'ai travaillé sur cette exposition qui devait avoir lieu, qui aura lieu, hein, mais quand, je ne sais pas encore, on n'a pas encore décidé, à Bruxelles, à la galerie Martine Emer, avec laquelle je travaille beaucoup. Donc l'expo est assez importante. Ce sont des œuvres elles s'appellent Crossover. Ce sont des œuvres qui sont toutes sur bois et qui ont toutes une dimension verticale identique. Elles font toutes 80 cm de haut sur des largeurs un peu différentes. Je ne devrais pas trop en dire parce que, bref. Donc cette expo, j'ai beaucoup bossé dessus et singulièrement, il y a pas mal des images Hmm. qui sont finalement en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors que moi, je travaillais plus sur crossover, c'est la traversée, c'est passer à autre chose, c'est bon, le passage. Et, euh, et en fait, il y a plusieurs des images qui évoquaient un petit peu le mal-être de la planète en ce moment, Hmm. mais avant cette histoire de virus. On sait bien que de toute façon, la planète va pas très bien, et Ouais, c'est pas une nouvelle. en grande partie de notre faute à cause de nous. Donc plusieurs, pas toute l'expo, hein, mais plusieurs des pièces étaient en lien avec ça. Et ça résonne complètement avec ce qui se passe aujourd'hui, cette espèce de phénomène planétaire et qui nous touche tous à à des degrés différents, c'est-à-dire qu'on est touché dans notre santé, bien sûr, Ouais. dans nos craintes, dans nos peurs, dans notre raison d'être vivant, et puis aussi dans l'important, le frivole, le superflu, l'inutile, le pouvoir de l'argent, l'argent du pouvoir. Et finalement, ça permet de relativiser un certain nombre de choses. Alors, dans cette idée-là, oui, ça peut me donner des idées, mais ça ne m'a pas donné des idées précises. Je pense que, dans mon cas en tout cas, j'essaye de ne pas être trop illustratif, c'est-à-dire de ne pas, dans mes images, évoquer des choses trop précises et trop bloquées, je dirais, dans un espace ou dans un temps. C'est-à-dire que si on veut qu'une image dure et qu'elle ait une fonction un petit peu universelle ou Hmm. universaliste ou intemporelle, il faut éviter de faire une illustration de l'actualité. Il y a des gens qui le font très bien, ce sont les dessinateurs de presse, par exemple, hein, un Plantu ou des gens comme ça, tiennent compte de l'actualité et l'illustrent. D'une certaine façon, à certains égards, Banksy fait ça aussi. Dans mon cas, Là, je... on peut voir, j'ai mis une petite illustration d'une œuvre Ouais, célèbre que tu fais un petit peu partout, ce petit enfant. ouais. C'est vrai que voilà, on voit pas, ça fait passer une émotion, ça fait passer un message sans non plus être très marqué avec l'actualité. Et justement, c'est assez représentatif de ton travail, ça. Il Oui, y a notamment aussi, voilà, du coup, je suis devant, donc je sais pas comment je peux faire pour switcher.
Non, pas comme ça non plus. Voilà. Voilà. Bon, bref, on voit ces deux personnages, la petite fille qui est juste derrière mon image, La petite qui est chinoise, ouais. Mhm. représentative de ce que tu fais aussi. Euh, on peut te voir aussi sur, je l'ai vu passer récemment aux actualités, tristement, mais du coup, j'avais passé aussi ton travail là, qui a été fait. Bah, c'est cette petite fille-là d'ailleurs que Oui, je parlais. C'est à l'hôpital de Bordeaux, je crois. ouais. Et du coup, voilà, je l'ai vu passer sur un reportage sur la France Télé Oui, qui. on l'a vu beaucoup dans la presse et puis à la télé Exactement. au début du phénomène, parce que un des premiers cas de coronavirus était justement à l'hôpital Pellegrin, au CHU Pellegrin à Bordeaux. Donc on a vu cette image. En fait, cette image, je suis allé en 2000, je crois que c'était en 2009, je suis allé en Chine Ouais. pour participer avec d'autres amis, d'ailleurs artistes. Il y avait l'Atlas, il y avait Monsieur Chat, et on a participé à un festival en soutien, oui, au bénéfice, disons, des victimes des tremblements de terre, des Ouais. séismes qui ont tous touché le Sichuan. Et donc, dans ce festival, on a peint. Et puis, j'ai croisé cette petite fille qui buvait dans une énorme noix de coco. Et en rentrant, j'ai repris ma photo, j'ai viré la noix de coco, je l'ai remplacée par le globe terrestre. Et du coup, voilà, c'est la légende de cette image, c'est This world is. Alors, après, il y a une parenthèse avec un Y. Donc, ça peut être soit This world is your world, ou This world is our world. C'est-à-dire, ce monde, c'est votre monde, c'est notre monde. Et voilà, le message n'est pas explicite. On y voit un petit peu ce qu'on a envie d'y voir. Mais aujourd'hui, par exemple, effectivement, un virus qui vient de Chine, une petite chinoise qui tient la Terre. Bon, Exactement. voilà, ça peut être d'actualité, mais ça a été fait bien avant, hein, ça a été fait en Ouais. 2014, si je ne fais pas une En- Ça a coupé, t'as dit quelle année? 2014, je crois. Ah, ok. Bah, je trouve qu'en plus c'est porteur d'espoir et tu vois ça illustre très bien la crise qu'on traverse actuellement. Je trouve que ça donne espoir et que voilà on voit cette petite fille, on a envie d'aller de l'avant et puis enfin voilà c'est quand j'ai vu cette image ça m'a fait sourire de te voir que même l'art est présent Ouais. dans ces moments-là. D'ailleurs toi tu es présent dans pas mal d'événements solidaires. Je crois que c'est quand même un de tes points qui caractérise aussi ton statut d'artiste. On peut te voir notamment sur Solidart, dont tu as été parrain sur l'édition de Lille. Mhm. Est-ce que pour toi, les artistes qui s'engagent, on en voit de plus en plus en ce moment qui s'engagent notamment pour aider les malades ou aider les personnels soignants pour les soutenir, est-ce que toi, ça aussi, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que pour toi, ça fait partie de, de la place de l'artiste d'être justement présent sur ces moments-là? Bien sûr, je dirais même que c'est la moindre des choses. Je disais tout à l'heure que j'étais assez peu illustratif dans mes images elles-mêmes, c'est-à-dire que je ne fais pas un art dit engagé, c'est-à-dire les images en elles-mêmes. Alors, elles peuvent être concernées, on peut y trouver Ouais, parfois un certain engagement, mais c'est plus poétique que politique. Voilà, c'est plutôt ça. exactement, ouais. S'investir dans des événements, pour soutenir des causes, ça, oui, je l'ai toujours fait, je le fais régulièrement. C'est normal. Bon, pas que les artistes, hein, mais enfin bon, nous, on a la possibilité de. Alors, parfois, quand on a un peu de notoriété, déjà, ça peut aider. Et puis, on a cette possibilité aussi de faire des œuvres, euh, d'offrir de la poésie, des images, de la musique. Ça fait déjà en soi, ça fait déjà du bien à ceux qui souffrent. Et puis ça permet de générer des bénéfices par des ventes aux enchères, par des dons, par des spectacles, des choses comme ça. Donc oui, oui, je suis. Alors, Solidar, c'est une très très belle opération qui a commencé à exister grâce au Secours populaire à Lille, dans le Nord, grâce à Florian Neveu, qui est la cheville ouvrière de cet événement. Et puis qui essaime. Maintenant, il y a un Solidar Marseille, il y a un Solidar Montpellier. Donc, oui, c'est un très bel événement. Et puis, surtout, ça permet, c'est intéressant dans tous les sens, c'est-à-dire que ça permet au public qui n'ose pas aller dans les musées, qui n'ose pas aller aux expositions, de venir déambuler dans un lieu vraiment très convivial, très sympa, rencontrer les artistes, acheter des œuvres Mm. pas chères ou plus chères, et 50% de l'achat de ces œuvres vont directement au secours populaire. Mais Ouais, les 50% qui restent
vont aux artistes, sauf s'ils décident de tout donner au Secours populaire, ce qu'on peut faire bien sûr. Mais la Mmh. plupart du temps, les artistes qui ont des stands sont des artistes qui n'ont pas accès aux galeries. Parce que Ouais. si on est en galerie, comme c'est mon cas, on peut pas avoir un stand solidaire. Enfin, on peut pas, on n'a pas intérêt à ça. Donc, Mmh. les artistes sont aussi des artistes émergents, comme on dit. Et pour eux, c'est aussi une très belle opération pour pouvoir se faire connaître, rencontrer du public, rencontrer d'autres artistes, tout dans une ambiance super. Donc, quand on peut faire une bonne action, entre guillemets, tout en passant du bon temps, en communiquant, en partageant, c'est évidemment parfait, quoi. Bah, ouais, moi j'ai eu la chance d'y participer, d'aller faire un tour justement à Solidar à Ouais, Lille. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir rencontrer tous les artistes comme ça, vous êtes disponibles. Enfin, toi, tu as fait une performance live ouais, avec un groupe, une personne qui improvisait un texte et puis une personne qui fait. Toi, tu as joué de la guitare d'ailleurs après. ouais. Et c'est vrai que c'est très agréable. Et puis tous les artistes sont présents. Et puis en fait, au final, on peut discuter avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment super. Enfin, je trouve que c'est vraiment agréable. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur une question d'une des personnes qui m'a posé une question à te transmettre. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires pendant la vidéo si vous avez des questions à poser à Jeff, on essaiera d'y répondre. Donc la première, c'est une question de Clément qui nous dit déjà qu'il est fan de ton travail et que c'est avec ça qu'il a commencé son travail de graphiste en fait, puisque voilà, ça fait commence à faire un moment que tu es dans le circuit et que tu es un des premiers en fait à avoir en France à avoir fait du pochoir. Donc lui a commencé à te suivre et puis c'est ça qui lui donne envie d'être graphiste. Et sa question était justement par rapport aux engagements des artistes. Donc il y a des artistes comme toi ou C215 Christian Guémy qui s'engagent sur des œuvres qui leur sont qui correspondent à leur conviction personnelle. Mais sa question à lui, c'est sur des artistes comme Shepard Fairey qui sont issus du street art pur par exemple et qui maintenant voilà travaillent avec des multinationales comme Levi's par exemple. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'il a pas un peu vendu son âme au diable en fait? Bah, écoute, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est sûr que je travaille avec aucune multinationale et je refuse toujours les choses. Par exemple, on m'a proposé, mais alors des centaines de fois, de faire des t-shirts, de faire des mugs, de faire Ouais. de peindre sur des baskets, de faire ce qu'on appelle du branding, etc. J'ai beaucoup de mes collègues, je ne juge pas, hein, il y en a beaucoup qui font ça pour des grandes marques d'alcool, de Mm. vêtements de sport, pour des voitures, des choses comme ça. Alors j'ai peut-être accepté une fois ou deux et je m'en suis mordu les doigts après. A priori, je dis non d'emblée, je ne fais pas ça. Alors, sauf quand il y a vraiment quelque chose, justement une cause. Mais si ça n'est qu'une opération purement marketing, moi, mon travail, c'est de vendre je ne refuse pas de faire des choses qui se vendent, hein. Je vends mes toiles Ouais. dans des galeries, je gagne ma vie, je suis artiste professionnel, bien sûr. Euh, et éventuellement, des choses un petit peu nobles, un peu. Bon, par exemple, il y a des vignobles qui font des. Alors ça existe depuis toujours, hein, qui font des cuvées d'artistes, des cuvées spéciales avec une étiquette d'artiste, etc. Bon, pourquoi pas? C'est pas tout à fait la même chose. Mais sinon, non, je fais pas de trucs qu'on va trouver au Monoprix ou voilà. C'est pas. Une fois de plus, je ne jette pas la pierre à ceux qui le font, je ne juge pas. Mais moi, je ne me sens pas très à l'aise avec ça, donc je refuse ça. Voilà. Mm. Après, voilà, je pense qu'aussi les artistes ont aussi besoin de vivre, hein. Bon, Shepard Fairey, je sais pas s'il a vraiment besoin de faire ça pour en vivre, Non, parce que maintenant, je ne crois il est pas. tellement connu, reconnu. Donc, pour ceux qui voient pas qui est Shepard Fairey, c'est celui qui fait la marque OB. Donc, j'ai pas plus d'illustrations à vous montrer, mais je pourrais vous en mettre tout à l'heure après la vidéo. Justement, en parlant de ces artistes qui doivent en vivre, j'avais discuté avec un artiste là, juste avant le confinement, sur une exposition, qui me disait que donc lui était exposé à Lyon, il arrivait à vendre un petit peu de ses œuvres et à travailler et à vivre de son art, donc ce qui est déjà bien. Mais il me disait qu'en fait il y avait une sorte de plafond de verre qui fait que du coup lui s'il passe pas par une galerie parisienne ou s'il va pas à Paris, il risque de peiner à pouvoir grandir encore plus. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner, puisque toi, tu es en région, entre guillemets, parce que tu es à Lille en ce moment, et puis nous, on est à Lyon, à ces artistes-là, pour qu'ils puissent continuer à essayer de grandir de leur art, et puis est-ce qu'il y a besoin d'aller à Paris pour pouvoir obligatoirement réussir? Je, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est nécessaire,
c'est de ne pas chercher, ne pas dire un jour, je veux devenir artiste professionnel et en vivre. Moi, je me suis jamais dit ça. Je n'ai jamais pris la décision. D'ailleurs, j'ai arrêté, j'étais enseignant pendant longtemps, j'ai donné ma démission à l'Éducation nationale il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine plus de 10 ans. Donc, bon, j'étais à mi-temps, je m'étais mis à mi-temps avant, etc. Mais je pense que pour la musique, c'est pareil. On peut prendre cette décision. On peut prendre la décision de ne faire que ça. Que de la musique, que de la peinture, que de la comédie, que de la photo, que du cinéma. Mais si on prend cette décision à un moment où on est totalement inconnu et où on ne gagne pas sa vie avec ça, on ne va pas du jour au lendemain la gagner. Et chaque jour où on ne la gagne pas sera une frustration. Et une frustration et une jalousie de ceux qui le font, qui y arrivent. Alors que si on met à profit le temps libre, les petits moments. Alors c'est vrai que bon, aujourd'hui j'ai 63 ans, mais quand j'en avais 30 ou 40, j'avais encore cette énergie que confère la jeunesse qui permet d'avoir plein d'activités en même temps, un peu au détriment de certaines choses. Aujourd'hui, je regrette peut-être de ne pas avoir été aussi présent à la maison, par exemple, que j'aurais peut-être dû l'être, parce que comme je faisais de la musique, que j'enseignais, que j'allais peindre sur les murs, que je faisais déjà des expos, etc. Bien sûr, je bougeais beaucoup, mais en même temps, je n'en avais pas besoin pour vivre. C'était un, c'était un plus. Le jour où ce plus est devenu tellement un plus qu'il m'a permis de gagner plus d'argent qu'en bossant par ailleurs, eh ben, j'ai arrêté de bosser par ailleurs. Mais je ne l'aurais pas fait avant, déjà par responsabilité par rapport à ma famille, justement. Ouais, bien sûr. Je pense que c'était important pour moi de ne pas. J'aurais eu l'impression de céder à un caprice. Ouais. Et c'est peut-être idiot, hein, c'est peut-être cette espèce de syndrome de l'imposture, un peu que développent beaucoup d'artistes. C'est peut-être un peu idiot, mais en tout cas, je parle de mon cas personnel. Donc, Ouais. ce que je conseillerais, c'est déjà de ne pas espérer trop, parce qu'on est toujours déçu. On est toujours déçu. Et puis surtout, d'essayer de faire vraiment quelque chose de personnel. Alors, aujourd'hui, on peut dire que ce que je fais peut sembler assez. Certains me le disent. Ah oui, mais c'est la même chose qu'un tel, un tel, un tel. Oui, sauf que, bon, il y en a beaucoup depuis qui font des choses qui ressemblent à ce qu'on fait, mais qu'on n'était pas si nombreux que ça au départ, et puis que c'est mon truc. Si aujourd'hui quelqu'un démarre dans ce qu'on appelle le street art ou l'art urbain, qui compte des milliers, des dizaines de milliers d'artistes sur la planète qui font des choses qui, pour certaines, se ressemblent beaucoup, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas du jour au lendemain. C'est exactement la même chose qu'un musicien qui va reprendre, qui va faire exactement la même chose que ce qui a déjà été fait 10 000 fois, ou un créateur de mode qui va faire des fringues qu'on a déjà vues 10 000 fois. Donc, à moins de trouver quelque chose de particulièrement différent, ou d'avoir une personnalité telle que ça va voilà. Je ne sais pas quel conseil donner. Je pense qu'il faut toujours essayer de faire les choses, non pas pour devenir riche et célèbre, surtout pas, mais pour être le plus heureux possible soi-même en rendant les gens autour de soi le moins malheureux. C'est beau. Et toi, est-ce que tu penses que, pour revenir au centre du débat, est-ce que tu penses que c'est obligatoire de passer par Paris ou en restant en région, c'est possible pour un artiste de... Aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, on peut tout à fait s'affranchir de la capitale. Il y a des gens qui, dans le monde entier, diffusent leur travail sur le web et sont connus bien au-delà des frontières de leur ville ou de leur pays. Autrefois, notamment d'ailleurs. À l'époque où j'ai commencé avant Internet, oui, peut-être qu'il fallait à un moment donné passer par Paris. Et encore, c'est pas évident parce que les systèmes parisiens, il y a tellement de choses à Paris que pour pouvoir sortir du lot, il faut justement faire quelque chose de particulièrement fort. Il y a tellement de lieux qu'une expo de plus, enfin, je veux dire, tous les jeudis soirs, parce que c'est souvent le jeudi, hein, mais tous les jeudis soirs à Paris, il y a combien de vernissages alors que si à Lyon, à Lille, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux ou à je sais pas où, ou à La Roche-sur-Yon, on fait une expo, bah, c'est dans une des 2, 3, allez, des 5 galeries maximum, et on a beaucoup plus de chances de sortir du lot dans un lieu plus petit. Après, il faut savoir comment sortir du lot, pourquoi,
Est-ce que c'est utile? Il faut aussi passer par un certain nombre d'événements collectifs, c'est très important, et même encore aujourd'hui, moi je participe à beaucoup d'événements collectifs où la comment dire, l'ego s'efface Mm. derrière le nombre, le collectif, et, euh, et les expos de groupe sont souvent très, très riches d'enseignements, c'est sympa, on rencontre du monde. Voilà. Après, il y a aussi une chose importante, c'est qu'il ne faut pas se dire, tiens, je fais de la peinture à l'atelier, les galeries ne me repèrent pas, ben donc je vais faire des trucs dans la rue, parce que la rue, ça a l'air d'être bien pour se faire connaître et ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle utiliser le buzz, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 60% des trucs dans la rue qui, à mon avis, ne présentent pas d'intérêt ou très peu. Donc ne pas se dire, ouais, je vais être dans le buzz, je vais être à la mode. La mode, de toute façon, ça se démode. Et c'est pas parce qu'on est dans la rue, c'est pas parce que c'est sur un mur que c'est beau, quoi. Que c'est plus intéressant. Mm, mm. Bah, merci pour tes. De même qu'aller frapper aux portes des galeries, faut se méfier. C'est pas toujours très bien. Les galeristes aiment beaucoup, et c'est normal, être découvreurs, avoir un coup de cœur et exposer les gens que eux ont découverts. En revanche, ceux qui défilent, bonjour, j'ai mon book, regardez, dans les vernissages, moi j'y ai droit tout le temps à des artistes qui viennent me trouver et qui passent leur temps, au lieu de regarder ce que je fais, ils regardent même pas. Ils viennent me trouver directement. Ah ouais, moi aussi je suis artiste, regarde ce que je fais, tu peux me donner un coup de pouce? Bah non. Bah non, pas comme ça, non. Ouais, donc du coup, toi, ton conseil, c'est quoi? C'est faire son art et puis après faire déjà un truc qui te prend C'est au d'être en trip et accord avec puis soi-même, c'est d'être en accord ouais. avec soi-même, déjà de faire quelque chose, bien réfléchir, se dire pourquoi je veux faire ça. Est-ce que c'est parce que je veux de l'argent? Est-ce que c'est parce que je veux une reconnaissance, une notoriété? Est-ce que si je le fais pas, je souffre? Ce que je représente dans mes images, est-ce que j'imite quelqu'un? Est-ce que je le fais pour être dans une mode? Est-ce que ça vient vraiment de là? De temps en temps, il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Ouais. Et puis, en fonction des réponses qu'on va apporter à toutes ces questions, on peut aussi après aller, alors pas forcément les poser, pas faire un interrogatoire autour de ce Mm, qu'on fait, mais essayer de voir un peu ce que les gens disent. Alors, il ne s'agit pas de leur dire, regarde ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? Parce que bon, ton meilleur pote, il va être super gêné s'il déteste. Et, mais se tester sur Instagram. Fais un compte Instagram, balance 10 images. Si personne ne semble accrocher, ben, bon. Si en revanche on a des commentaires positifs et puis que ça permet de faire une petite expo collective, un truc, bon, pourquoi pas? Mais il n'y a pas de ok. recette, hein, il n'y a Non, il pas n'y a pas de recette, je de pense. loi. On avait une question juste là, quelqu'un qui nous demande si Solidart sera à Toulouse. Eh bien, écoutez, je n'en sais rien puisque je ne bosse pas pour Solidart, mais je demanderai à Solidart directement, à Florian qui nous dira ça. À Toulouse, Ouais, je ne sais pas s'il y a eu un projet à Toulouse. Pour le moment, en tout cas, Florian a beaucoup à faire avec Lille, Marseille et Montpellier. ouais. Euh, et, euh, et comme tout ça, enfin, il ne s'agit pas non plus de faire des choses dans une, une géographie trop proche, quoi. Donc, Bah oui. Toulouse-Montpellier, on peut, pourquoi, je ne sais, faudra poser la question à Florian, Ah, je effectivement. demanderai à Voilà. Florian. Je vous donnerai la réponse quand je l'aurai. Voilà. J'avais une autre question, quelqu'un qui me demande si tu reviens bientôt à Lyon, puisque tu avais fait quelque chose tu avais fait notamment cette œuvre-là Ouais. Au à stade. au stade exactement, à la Offside Gallery, il me semble, si c'est bien ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais du coup, voilà, c'était au stade Groupama Stadium, il me semble que tu avais fait ça. Ouais. Donc du coup, quelqu'un me demande quand est-ce que tu reviens nous voir à Lyon, soit pour une œuvre, une expo ou. Ben, rien n'est prévu pour le moment. En tout cas, on aime beaucoup cette ville avec Evelyne. On aime beaucoup y aller. On a quelques amis là-bas aussi. Et rien n'est prévu d'officiel. Mais j'y étais allé faire des choses dans la rue il y a quelques temps, il y a pas mal d'années maintenant. Et c'est vrai que ce soit du côté de la Croix-Rousse ou ailleurs, il y a des tas d'endroits sympas. Donc, ce sera avec plaisir. Je ne suis pas représenté par des galeries dans cette région-là. Donc, il n'y a pas pour le moment de projet, d'expo, ou voilà, ce genre de choses. Mais bon, voilà, je suis toujours intéressé par les propositions, même si mon planning est très plein. Là, avec le virus et tout ça, je ne sais pas trop, parce qu'il y a tellement de choses qui sont repoussées, des fresques, des expos, que, bon, comment ça va se passer dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Lyon, j'irai certainement y refaire un tour, un de ces quatre, avec grand plaisir, et j'essaierai d'y laisser des traces sur les murs, ouais.
Bah, avec grand plaisir, tu seras le bienvenu. Et puis, n'hésite pas à nous dire quand tu passes, on te suivra avec plaisir. Donc, on va essayer d'enchaîner un peu les questions, puisque ça, il y en a pas mal qui arrivent. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous demande juste là, pourquoi une flèche rouge, Jeff? Ah, la plupart du temps, quand on me pose la question, je la détourne et je réponds par une pirouette ou une petite blague. En fait, allez, je vais répondre sérieusement cette fois-ci. Dans les années 80, quand j'ai commencé, j'utilisais beaucoup de petits signes graphiques qui me permettaient d'organiser mon espace. Donc j'utilisais des pointillés, des cercles, des étoiles, des choses comme ça, des triangles. C'était aussi le côté un petit peu pop, un peu new wave. J'utilisais beaucoup de couleurs à l'époque. Si on observe un petit peu les publicités de l'époque ou les pochettes de disques des années 80, on a une iconographie, il y a un style, quoi. Ah, Pas c'est coupé, bon, ça coupe ou pas? sinon je prendrai 5 minutes pour brancher. Je vais le faire tout de suite. Ok. Donc, je termine de répondre à la question de la flèche et après je vais chercher ma petite la prise. Vas-y, Donc en je te fait, compterai ta vie. donc toutes ces petites formes comme ça, je les utilisais pour déterminer un peu des formats. Et puis j'ai réalisé après que c'était complètement idiot de reproduire un format sur un mur, alors que tout l'intérêt c'est justement qu'il n'y en a pas, que le format c'est la ville, c'est la rue. Et donc je me suis débarrassé de toutes ces petites choses-là, ainsi que de la couleur, et la flèche est restée. Pourquoi? D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui m'a inspiré la flèche au départ? C'est totalement inconscient, ça s'est fait comme ça, mais je réalise aujourd'hui que des artistes dont je suis vraiment fan ont utilisé la flèche. Paul Klee, Hmm. il y a certaines choses de Francis Bacon. Je me demande si il y a une flèche, il y a une œuvre un collage, une sérigraphie d'Ernest Pignon Ernest, qu'il avait faite à Brest, avec une flèche qui vient comme ça heurter le tympan, l'oreille d'un ouvrier. Donc tout ça, peut-être inconsciemment, a contribué à ce que cette forme simplissime s'immisce dans mon travail. Et qui deviennent en final presque ta signature. Quand Oui, on c'est devenu, voit un c'est devenu travail, la marque de fabrique. à l'instant où on voit la flèche rouge, on dit ça c'est un Jeff. Bah oui, Et on va même pas chercher ta signature, quoi. On sait ouais, tout ouais, de suite que c'est un Jeff Aerosol. ouais. Je vais chercher mon. Vas-y, vas-y, pas de problème. Donc oui, Jeff Aerosol signe souvent ses œuvres avec sa flèche rouge et puis aussi voilà et ses caractéristiques avec ses différents dégradés du noir du blanc au noir en passant par différentes teintes de gris. En fait, il travaille avec différents pochoirs sur lesquels il vient passer des coups de Et bombe. Donc voilà. voilà, Jeff était en train d'expliquer un petit peu comme du travail avec des Ouais. différents stencils, des pochoirs qui viennent comme ça se superposer ou qui viennent faire différentes couches de peinture. On avait une question du coup d'un artiste lyonnais qui s'appelle Spiral, que j'ai mis en avant là récemment sur mon fil Insta, qui me demandait, pour te transmettre une question, est-ce que tu as plus de plaisir à découper un pochoir ou à bomber sur le mur, enfin faire l'œuvre finale sur le mur? Bon, alors, tout ça, c'est tout un processus. Et donc, le plaisir, il est multiple. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction à chaque étape. La première étape étant de trouver l'image, soit de faire la photo, soit d'emprunter une photo, d'en trouver une, ou de dessiner, voilà. Transformer cette photo, se dire, ah, ça pourrait être pas mal, bon, voilà. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le traçage, quoi, hein, déterminer si je fais ce qu'on appelle un single layer, c'est-à-dire un pochoir simple, ou si je fais juste noir, blanc et un gris, ou si je fais plusieurs nuances. Donc je fais mes essais. Alors autrefois, c'était avec quand j'ai commencé jusqu'aux années 90, c'était jusqu'aux années 2000 même, c'était papier calque, crayon, gomme, voilà. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait un ordinateur, j'ai mis du temps, hein. J'ai commencé réellement à utiliser Photoshop et tout ça à partir de 2004-2005, pas tellement avant. Et, à partir de ce moment-là, bien sûr, ben, on fait des essais, on se dit, tiens, cette image-là, elle fonctionne très bien avec un pochoir tout bête, comme par exemple le Sitting Kid, c'est vraiment noir-blanc. Celle-ci, si je veux vraiment que l'émotion passe, il faut que je développe un peu plus de layers. Et puis ensuite, ben, le traçage, le découpage et la peinture, c'est la phase finale. Alors quand on travaille au pochoir, on est rarement, je dirais, surpris, enfin déçu du résultat parce qu'on l'a déjà vu avant. On sait en gros ce que ça va donner. Il y a pas. Bon. Mais à chaque fois qu'on enlève le pochoir pour la première fois, un nouveau pochoir qu'on l'enlève,
à chaque fois, il y a une magie, quoi. Il y a quand même, c'est quand même une manière de procéder, le pochoir, qui est assez magique. Après, je ne peux pas parler à la place de ceux qui travaillent à la bombe libre ou au passo et qui ne passent pas par ces phases précédentes et qui arrivent au mur, bon, en ayant soit fait des sketchs, soit mûri les choses dans leur tête et qui attaquent le mur directement. Il faut poser, ce serait intéressant de poser cette question, par exemple, à quelqu'un comme Jace, que j'aime beaucoup, enfin dont j'aime beaucoup le travail et qui est voilà, quelqu'un que j'apprécie aussi par ailleurs, et qui lui travaille, alors c'est un peu plus, ça peut, entre le graffiti et la bande dessinée un petit peu, Mhm. voilà, et le dessin, l'illustration. Et alors lui, il a un trait qui est absolument incroyable. Il a, quand il s'attaque à un mur de 50 mètres de haut, il a ce qu'on appelle le sketch, il a sa maquette, mais il réussit en faisant assez peu de travail préalable de carré ou de quadrillage, il réussit comme ça à travailler, ce qui est très impressionnant. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Au pochoir, évidemment, nous, on a déjà tout fait Ouais. avant. Donc, c'est un peu différent. Mais j'aime toutes les phases. J'aime toutes les phases. De la même façon que quand on fait de la musique, puisque je suis musicien aussi, quand on joue de la musique, il y a la partie composition, bon, et puis l'enregistrement, et puis le live, tout ça, ce sont des phases différentes, mais qui apportent des satisfactions chacune. Très bien. Je voulais savoir, est-ce qu'il te reste combien de temps tu as encore de disponible à nous accorder là? J'ai encore une ou Ouais, deux questions. aucun problème, Ok. voilà, on est ensemble depuis une petite demi-heure, moi je Ça, peux, voilà, on va pas trop faire durer après, puisqu'il faut que les gens, après, je pense qu'il faut pas trop qu'ils se lassent de nous, même si ce que tu racontes, c'est très intéressant. non, non, mais Euh, j'ai encore un peu de temps, on peut encore prendre 5 ou 10 minutes, il n'y a aucun problème. ok. Bon, alors, une question rapide. Quelqu'un nous demandait en anglais ton avis sur, le graffiti illégal. Ah, should I reply in English or in French? Bah, Je peux répondre en en anglais? quelques mots en anglais, du coup, Okay. Um, et je traduirai. I don't really care about legal or illegal or vandal, as a lot of people say. It doesn't matter that much. I mean, when you're walking down the street, you don't have to know whether it was done with or without permission. If you appreciate, if you enjoy what you see, if it brings you emotions and pleasure, or if it questions you, then you don't have to know in what mood the writer or the artist was. I don't think it matters that much. I don't think that you're a better artist if you've been to jail or if you've had to pay fines or so I've never hidden my face or my identity. I've always been very proud of what I do, and I want to share my art with everybody. I don't I don't think that you have to address a certain category of people to be interesting or to be appreciated Mhm. by the others. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, Si, si, c'est très pour ceux clair. qui ne Bah, parlent si tu veux faire pas, la pour ceux qui traduction, parlent pas monsieur le prof anglais, d'anglais. je pense que la question du légal ou du vandal, enfin moi en tout cas je ne la trouve pas intéressante. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, c'est lorsque vous marchez dans la rue, que vous vous baladez et que vous tombez nez à nez avec soit une petite chose très furtive dans un coin, soit une immense fresque sur un grand pignon, est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir dans quel état d'esprit était l'artiste, si ça a été fait avec permission, si ça a coûté très cher ou pas? Ce qui importe, puisque c'est dans l'espace public, c'est que pour vous, c'est gratuit. Vous ne payez pas, vous n'êtes pas lié au fait que ce soit du vandalisme, enfin de illégal ou légal, puisque vous avez l'autorisation de la regarder, cette peinture. C'est ça Mhm. qui compte. Et ça permet de générer une émotion, quelle que soit la manière dont ça a été fait. Donc, cette grosse différence avec le fait de pousser la porte d'un musée ou d'une galerie et de se retrouver dans la rue à pas forcément regarder, mais voir des choses sur les murs, c'est ça qui compte. Et après, si un artiste estime qu'il aura plus de reconnaissance, qu'il présentera plus d'intérêt, qu'il est meilleur parce qu'il a fait de la tôle, qu'il a eu des procès, qu'il fait les choses dans l'illégalité,
qu'il planque son identité, son visage, etc., ça le regarde. Une fois de plus, je n'ai aucun jugement. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on termine rapidement cette interview sur une autre facette de ta personnalité, qui est la musique, du coup. Est-ce que si je te passe une petite musique, tu pourrais nous donner ton avis dessus? Je pense que tu dois la connaître, puisque c'est un de tes artistes, j'ai cru comprendre, favoris. Alors, Alors, elle fait 15 minutes, donc je pense qu'on va la passer un peu en avance. Est-ce que tu entends? attends, j'entends. Laisse aller un peu. Alors, peut-être que tu l'as pas écouté, c'est le dernier Bob Dylan. Ah, c'est le dernier? Le tout Ouais, dernier, je le connais pas bien, le dernier. Ah bon, alors on va mettre une autre, du coup, du même artiste. Don't Think Twice, It's Alright. Je l'ai joué il y a quelques jours dans mes petites chansons. C'est une de mes petites chansons quotidiennes. Ouais. Bah oui, Dylan a beaucoup compté. Il n'est pas le seul, mais enfin, je peux dire que Bob Dylan a changé ma vie. Ouais, oui, ouais, ouais. Alors là, c'est vrai que bon, les derniers. Alors il y a aussi tout ce qu'il a fait récemment autour de Frank Sinatra et des grands crooners et tout ça. Ça me passionne moins. Bon, Ouais. ça me passionne moins. Mais et puis moi, j'étais allé le voir les derniers concerts. Bon, il joue plus de guitare. Bon, voilà. Mais ça reste Dylan, quoi. Ça reste Dylan. Oui, oui, c'est quelqu'un d'important. Mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Comme je suis né en 57, évidemment, toutes les musiques des années 50, 60 et 70 ont eu un impact important sur moi. Et j'en suis pas trop revenu, même si j'écoute des choses récentes, actuelles, et que je suis toujours très à l'écoute de nouveaux trucs. J'ai plus de mal avec. Il y a peut-être ce sont peut-être les deux seuls, deux pans musicaux que vraiment je connais peu et pour lesquels j'ai de la difficulté. C'est la techno. Je parle vraiment de la techno, je parle pas de l'électro, hein, mais de la techno, techno, techno. Et puis le rap, quoi. Le hip-hop et le rap, c'est une culture. Ce sont des cultures voilà, qui sont tellement diamétralement opposées aux miennes que j'ai un peu de mal à y rentrer. Mais une fois de plus, pareil, ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas un jugement négatif. C'est juste que bon, on peut pas tout aimer, on peut pas tout connaître. Mhm. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui est étonnant, puisque souvent le graffiti, le street art est quand même rattaché ouais. souvent au hip-hop et au rap. Ah oui, mais moi, pas du tout. C'est une question de génération aussi. Hein. C'est-à-dire que le graffiti new-yorkais, peut-être, et quoique, alors, c'est aussi un peu une légende urbaine, ça, parce que des gens comme des grands, hein, comme euh, John Matos Crash ou Sin, Mhm. enfin, voilà, dans le graffiti new-yorkais, ou même d'autres, hein, enfin, en tête comme ça, sont des gens qui signent et écoutent du rock'n'roll. D'ailleurs, il suffit de voir sa tronche. Il n'a pas une tronche de rappeur. Hein. Il a plutôt une tronche de. Il pourrait jouer dans. Je sais pas moi, il pourrait être fan de Jimmy Page et de Led Zeppelin. Quoi. Bon, voilà. Mhm. Et en fait, pour avoir discuté avec eux, ce sont des gens qui sont très éclectiques, extrêmement éclectiques dans leurs goûts musicaux et pas particulièrement attachés au rap. Quoi. Euh, Bah, ouais, voilà, je pense que c'est peut-être aussi une question de génération. Je pense que si j'avais eu 20 ans de moins, c'est-à-dire que moi j'ai eu 20 ans en 77, si j'avais eu 20 ans en 97, peut-être voilà, que j'aurais une casquette de baseball et non pas mon chapeau, que je ferais du graffiti vandale et que j'écouterais du rap. J'en sais rien. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, que tu voudrais ajouter que tu voudrais dire à tes fans? Alors oui, Schlecroute, l'atelier de Jeff est Oui, bien mon dans le atelier, Nord. ouais. Est-ce que Alors, toi, tu voudrais ajouter quelque chose? oui, on habite juste à côté de Lille, enfin à Lille, quoi. Et mon atelier est à 5 minutes de la maison. Voilà, j'ai des endroits différents. J'aime beaucoup le Nord d'ailleurs. Je ne suis pas du Nord, je suis de Nantes, mais je vis dans le Nord depuis 84 et j'y suis très bien. Ben, pour conclure, ben déjà te remercier parce que c'est une excellente initiative de faire des lives. Ah, C'est merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté. C'est c'est vrai que très gentil de m'avoir sollicité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Euh, J'espère que tous les Lyonnais
s'en sortir au mieux à la suite de cette crise. Voilà, je ne sais pas trop où vous en êtes, vous, dans les hôpitaux là-bas. En tout cas, je souhaite bon courage à ceux, peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui ont été touchés ou qui sont touchés ou qui ont des proches qui ont été touchés. Il y en a peut-être aussi, alors bon, j'imagine qu'ils sont plutôt au boulot, mais il y a peut-être des soignants ou des familles de soignants. Donc je dis bon courage à ceux pour qui c'est difficile ce confinement, pour qui la maladie a été compliqué parce qu'ils ont été touchés ou que leurs proches ont été touchés. Je dis bravo et merci à tous ceux qui font un maximum, les soignants bien sûr, mais aussi les commerçants, aussi. Enfin, il y a tellement de gens qui continuent à bosser et à agir pour essayer de faire en sorte que le confinement se passe bien. Et puis je fais un coucou en particulier aux artistes ou aux amateurs d'art qui nous regardent. C'est vrai que en ces temps difficiles, c'est une des brèches qui nous permet de rêver et peut-être de rêver d'un monde différent. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'en sortant de cette crise, on découvre qu'un autre monde est possible, comme dirait l'autre. Bah, écoute, merci beaucoup, Jeff. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Bien sûr, alors on a pas mal de commentaires qui te remercient, de gens qui te remercient, qui adorent ton travail. J'ai vu pas mal de messages passer aussi, des gens qui disaient qu'ils ont vu ton travail un peu partout dans le monde, notamment à Brooklyn, même à New York, enfin un peu partout dans le monde. Du coup, tout le monde te remercie. Moi aussi, je te remercie d'avoir accepté, d'avoir pris un peu de temps avec nous. Et écoutez, bien sûr, on en fera d'autres des interviews comme ça, peut-être même encore avec Jeff. Et puis à l'occasion où on se revoit en vrai, Jeff, à Lille ou même ailleurs, j'espère qu'on pourra se refaire un petit live directement, tous les deux ensemble. En vrai, En vrai. à moins d'un mètre de distance et en buvant des bières, j'espère aussi. Exactement. En tout cas, en attendant, restez chez vous, c'est important. Aujourd'hui, les médias nous parlent sans arrêt de la fin du confinement. Je trouve que c'est un peu, ça donne des envies aux gens, alors qu'il faut leur expliquer qu'il faut encore rester chez soi, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Voilà. Écoute, c'est un beau message. Merci beaucoup, Jeff. Bonne Ciao. fin de journée et puis à très bientôt. Et merci à tous. Merci, salut. Salut.